Je pense qu'on va commencer. Merci à toutes et à tous de vous être rendus disponibles pour ce troisième focus qui va plutôt se consacrer aux thématiques donc, de biodiversité, de désimperméabilisation. Donc on a pu entendre tout à l'heure de nouvelles méthodes d'aménagement à mettre en œuvre, de la question de la thématique des sols, de la thématique sociale également et de l'adaptation. Donc vous êtes au bon endroit pour discuter de tout ça. Et donc pour de la manière des autres ateliers, nous allons échanger donc dans la demi-heure qui suit avec trois de nos invités, donc, dont l'un est Covidé, donc sera à distance malgré tout avec nous, et qui nous parleront chacun à leur tour des projets sur lesquels ils ont travaillé. Donc merci. Alors Samuel Leliège, je ne sais pas euh, Je comment vous il va nous entends. rejoindre. Si c'est bon, voilà, donc directeur de la Bonjour à biodiversité et tous. espace vert. Bonjour. Donc, Merci d'avoir pu organiser la visio en dernière minute. donc normalement tout marche bien et je reviendrai vers vous donc dans quelques instants. Merci également à William Powes, directeur du Paris Sud Aménagement, d'être présent avec nous aujourd'hui, et puis Adrien Thérin, donc directeur des projets urbains à Link City. Voilà. Et puis bon, on m'a donné l'occasion donc d'animer ce temps. Donc je suis Guillaume Torel, donc chargé de missions aménagement et adaptation au changement climatique, donc à l'Alliance HQE, qui est une association reconnue d'utilité publique, donc voilà, qui accompagne les acteurs du cadre de vie et qui produit des livrables voilà, disponibles à tous, notamment récemment un livrable sur l'adaptation au changement climatique, où on traite de ces questions de biodiversité. Donc ce matin, voilà, ça va être l'occasion pour nous de répondre à cette vaste question qui est de comment développer une ville respirable, bénéfique et tempérée pour tous. Donc, on va aborder quelques réponses et surtout à partir de contextes qui sont assez différents, que ce soit par un contexte de friche urbaine, des sites voilà, avec une biodiversité plutôt limitée, assez pauvre, à accueillir la végétation, et comment on réfléchit à apporter un nouveau paradigme, donc de réfléchir à la biodiversité en premier lieu, ou bien au contraire la réhabilitation d'un site à partir voilà, d'un cadre assez exceptionnel de, de forêt en ville. Donc comment on s'adapte pour ne pas trop impacter la nature et aussi s'adapter aux attentes des habitants. Et enfin, comment on aménage et on installe justement, on travaille avec cette nature, avec cette réflexion d'une ville respirable en plein cœur de centre-ville, voilà, pour reconsidérer ces effets de la nature sur les questions d'adaptation au changement climatique. Alors, je vais laisser donc Samuel Lelièvre de la ville de Besançon, donc, qui va nous présenter une expérimentation voilà, qui a été tirée de la réflexion de, des professionnels donc des espaces verts de la ville de Besançon, qui cherchent des réponses toujours plus résilientes pour aménager la ville. Vous m'entendez? Est-ce que mon écran est bien partagé? Oui, oui, c'est parfait. Je Ok, vous très laisse la bien. main. Bien, le projet s'appelle Création d'un technosol, expérimentation d'une étude et d'une action menée sur le quartier de la Grette à Besançon. Alors, le technosol, je vous en ai mis une petite définition, petite et courte définition. Il s'agit d'un sol volontairement construit par l'homme à partir de matériaux constitués et produits finalement des activités anthropiques et d'un sol avec un objectif qui puisse remplir un certain nombre de fonctions. Les objectifs du projet, ils sont multiples, complexes et multifactoriels. Évidemment, la création du technosol à part entière, avec une logique de végétalisation d'un quartier et de potentielle réutilisation ultérieure des matériaux et du substrat créé, de la valorisation d'un site dans une logique de préverdissement avant réurbanisation et d'une mobilisation d'un foncier, presque d'urbanisme tactique, sur du moyen terme, là aussi avant l'urbanisation.
Ce projet, il prend place dans une période où la terre végétale, matériau, s'il en est essentiel, à l'ensemble des politiques de verdissement, de, végétalisation, de lutte contre les îlots de chaleur, des territoires. Cette terre végétale va gentil est un bien rare, de par nature, mais elle est de plus en plus rare puisque, on a une augmentation des logiques de plantation et de végétalisation et en même temps, on a une logique de zéro artificialisation nette qui se met progressivement en place et qui va, et on ne peut que s'en féliciter en réalité, voir disparaître progressivement la soustraction de ces terres végétales liées à l'artificialisation des terres agricoles et des milieux naturels. Et en parallèle, donc nous, forcément, service espace vert, on s'interroge en se disant, voilà, comment on fait pour continuer à planter sans ce matériau essentiel qu'est la terre. D'où le projet. Alors, le projet, il prend place sur l'ancienne cité des 408, située à proximité du centre historique de Besançon. Et vous voyez sur la photo de droite ces 3 anciennes gigantesques barres d'immeubles qui ont été déconstruites. Vous voyez entouré en rouge un petit immeuble qui, lui, est resté. C'est un point de repère pour les prochaines photos. Les démolitions se sont faites en 2019 et 2020 et après les démolitions, voilà, on retrouve entouré de rouge cet immeuble qui n'a pas bougé. La déconstruction a livré une plateforme plane de matériaux criblés, concassés, nivelés, sur lequel prendront place le futur quartier d'urbanisation. Mais avant la future urbanisation, sous un délai de dizaine d'années à peu près, la ville a dans un premier temps souhaité pré-végétaliser, installer une trame paysagère durable, pérenne, qui constituerait finalement l'armature, le socle paysager et écologique de ce futur quartier. Classiquement, les habitations prennent place, la construction prend place, et puis après et à la fin seulement, la végétalisation se met en place et l'arborisation se fait. Là, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on considère que pendant 10 ans, le végétal va pouvoir passer, les services écosystémiques de cette végétalisation va pouvoir avoir lieu, et quand le quartier arrivera, il prendra place dans un secteur déjà végétalisé. Le futur projet urbain, le voici au niveau esquisse, et on retrouve là, au centre, je ne sais pas si vous voyez ma main qui se balade, mais la prévégétalisation, la trame écologique, elle est paysagère, elle est maintenue. Alors, revenons. Donc, du coup, les objectifs du projet sont vraiment composites environnementaux parce qu'on est sur des logiques de désimperméabilisation après démolition, de structuration paysagère, de structuration écologique dans le temps, d'infiltration des eaux, évidemment, dans des logiques économiques, puisqu'on va traiter des questions de réemploi de matériaux issus de démolition, mais matériaux aussi issus des activités de déchets verts ou pourquoi pas de compostage. Et puis, dans une dimension sociale, puisque ça permet la prévégétalisation et la création des technosols, permet de végétaliser massivement toute cette friche qui, si ce projet n'avait pas eu lieu, serait vraiment développée comme une friche. Ça permet d'améliorer tout de suite le cadre vie, d'avoir une valorisation de ces stocks de matériaux et au passage, et c'est pas et non des moindres, d'éviter le développement des espèces envahissantes puisqu'on a une occupation immédiate du site par une végétation choisie. Alors, le zonage de la création du technosol, plusieurs zones ont été définies et sur chaque zone, des modalités différentes. Une première zone sur laquelle un semis simple a été mis en place, un semis de prairie zéro thermophile, c'est-à-dire d'espèces globalement adaptées à des conditions très stériles, très drainantes, très chaudes, sur un substrat un substrat ancien cette fois-ci, mais issu de précédentes déconstructions. Voilà, ça c'est le semis simple. Une deuxième zone qui a constitué en un épandage simple de compost issu de notre activité de compostage des déchets verts du service espace vert, où là, 20 cm de déchets verts ont pris place directement sur les matériaux de déconstruction décompactés et avec une présence, un semis de légumineuses type trèfle et luzerne qui ont pour vocation, un peu comme un engrais vert en réalité.
La troisième zone, le technosol 3 tiers qui est constitué de compost à part égale, de compost, de terre excavée et avec une composante argileuse et de matériaux de déconstruction, l'ensemble étant malaxé, mixé avec un semis de prairies mésophiles, donc de prairies un peu plus adaptées, de mélange d'espèces un peu plus adapté à la présence de sol et de réserves et de structures et de complexes argilo-humiques dans le sol. Là où a pris place la végétalisation, la pré-végétalisation, on a eu un recours très, très modéré puisqu'on était juste sur 15 à 30 centimètres de terre végétale remélangée avec les matériaux de déconstruction avec le même semis de prairies mésophiles. Et puis, le cœur de l'expérimentation, la structuration de substrat, où là, on est venu apporter sur les matériaux de déconstruction terreux, fins et terreux, du compost de déchets verts et de l'épandage de déchets verts broyés avec des matériaux plus ou moins grossiers. Un an après, sur la gauche, vous voyez finalement les images à l'issue des opérations de malaxage et avec l'ensemble des composés qui sont venus. Les photos du milieu, ce sont quelques zones, quelques constituées de par d'ailleurs la forte compaction des matériaux. Et puis sur la photo droite, une image l'été dernier où la végétalisation est très très rapidement partie. Alors les premiers bilans de ça, c'est qu'on peut se dire que ça permet d'une part l'utilisation temporaire d'un espace de friche avant son urbanisation, qu'on est dans des logiques de dynamisation de la végétation sur une végétation choisie, qui remplit rapidement des services écosystémiques. La présence de mares qui était absolument pas voulue pour le coup, on est un témoin mais c'est pas le seul. Ça permet la limitation de l'importation de la terre végétale, le réemploi de matériaux, alors encombrants, mais en tout cas de matériaux sans utilisation ou réemploi clairement identifiés, et aussi de créer des futurs stocks de substrats fertiles, et toute l'expérimentation elle est basée sur ça. Des baisses de coûts de production, ça se sera évalué dans le temps, et surtout une adhésion collective de l'ensemble des élus et des techniciens autour de ce projet. Alors, les difficultés rencontrées, bien sûr, puisque c'est un peu innovant et expérimental, comme je le disais, et un peu empirique, donc relativement peu de documentation scientifique a été faite en amont. Les choses se sont faites vraiment très, très rapidement à l'avancement. Ces questions de stagnation d'eau qui n'étaient pas vues, donc qui n'étaient pas anticipées, donc qui peuvent poser problème par ailleurs. C'est un support de biodiversité, mais ça aussi, ça pose aussi d'autres questions. Le besoin d'un suivi scientifique sur le long terme, cette fois-ci, pour voir comment vont se structurer les sols sous une approche agronomique et pédologique. Et puis voilà pour les principaux bilans. Alors, les perspectives qu'on peut se donner de ça, c'est de se dire que la création des technosols, soit sous les technosols 3 tiers, soit sous la structuration de substrat, si ça fonctionne, je mets bien un si, mais il n'y a pas de raison. Ça va nous permettre, nous, Service Espace Vert, pendant plusieurs années, de continuer à enrichir ces lieux et ces zones avec les produits issus de notre activité, dont l'objectif d'ailleurs est massivement d'en réduire la production. C'est-à-dire qu'on D'un côté, on essaye de réduire la production de nos déchets verts en les réutilisant sur place, en les compostant, et malgré tout, les déchets verts qu'on n'arriverait pas à réduire ou à valoriser sur place, cette part ultime, cette fraction ultime, c'est celle qui vient prendre place sur des technosols. Par exemple, ce sont des matériaux de fauche en fin de saison. Là, ici, en ce moment, on est en train de faire des opérations de fauche tardive. Bah, ce sont ces matériaux-là qui viennent prendre place sur cette zone de technosol où les feuilles mortes, l'automne a commencé aussi à Besançon, les feuilles commencent à tomber tardivement, mais elles commencent enfin, et ces feuilles mortes vont venir prendre place sur ces zones-là. Donc les perspectives et la reproductibilité semblent acquises. On se donne 4 à 5 ans pour voir comment les choses vont se mettre en place. Et voilà. Je pense que je suis arrivé au bout des 10 minutes. C'était très rapide, je m'en excuse, mais le sujet est assez dense et intéressant par ailleurs, et complexe aussi. Parfait. Ouais, vous avez tenu pile 10 minutes, ce qui nous laisse 5 minutes d'échange pour celles et ceux qui peuvent avoir des questions après cette présentation, ou peut-être des clarifications de certains éléments. Alors,
Je ne sais pas s'il y a je ne crois pas qu'il y a un micro qui passe, mais donc vous pourrez parler un peu fort. Alors en tout cas, moi, je peux lancer ce temps-là si je ne vois pas de questions tout de suite. Une des questions qu'on pourrait se poser, donc on a parlé tout à l'heure des perspectives et bénéfices donc dans la question du ZAN. Voilà, comment vous avez aussi pu peut-être éviter d'aller chercher des terres végétales extérieures et donc en fait quel bénéfice tout simplement apporte ce projet-là sur Alors, sur le ZAN, effectivement, si on considère la plateforme livrée après démolition, ces surfaces-là restent encore artificialisées au sens de la loi. C'est parce que sur ces surfaces-là, on vient redécompacter, revégétaliser, réapporter des matériaux, rendre perméables, que les termes de la loi nous disent que dès lors, on n'est plus dans une surface artificialisée, mais désartificialisée. Donc, sur cette expérimentation-là, on voit qu'on crée finalement un solde positif de terrains désartificialisés au service finalement, alors qui sera comptabilisé en 2031 lorsque s'appliquera, puisqu'il y a 2 phases, pour ceux qui suivent un peu la réglementation, il y a 2 grandes périodes, jusqu'à 2031 où on divise par 2 les surfaces artificialisées chaque année, et puis après 2031 où on est censé compenser, sur le vrai zéro artificialisation. Donc à partir de 2031, toutes ces surfaces-là seront effectivement mise au profit de la désartificialisation. Oui, une question au fond. Alors, si vous pouvez juste la reposer avec le micro, comme ça on pourra vous entendre. Oui, selon la présentation, je comprends que l'opération est portée en régie par la collectivité. Sur ce quartier, je crois qu'il y a un aménageur qui est en charge de l'opération in fine. Est-ce que cette végétalisation est portée complètement par la collectivité en maîtrise d'ouvrage et en financement, ou est-ce que l'aménagement va servir à équilibrer ces coûts de désartificialisation, de revégétalisation, etc. Non, oui, non, elle est portée complètement par la collectivité, donc les coûts ont été portés par la collectivité et l'aménageur aménagera les parties non végétalisées en réalité. Alors, il y a un point que j'ai pas dit, c'est que à l'exception de cette trame paysagère est installée dès à présent, le restant des zones, enfin, je pense que ça va mieux en le disant, mais c'est pour ça que je préfère le dire quand même, le restant des zones est voué à être urbanisé. Mais on ne sait pas encore, même s'il y a une esquisse, la réalité demain, on ne la connaît pas précisément. Donc, on s'est dit qu'on installerait comme ça ces matériaux-là, support d'une végétalisation, d'une future végétalisation demain au moment où le quartier sortira de terre, mais en ayant tout à fait conscience que ces matériaux-là seront aussi redécapés au moment de la construction et on les récupérera pour pour les remettre ailleurs. Donc on utilise vraiment massivement les surfaces disponibles, puis le jour où le quartier prend place, on redécape ce qui mérite de l'être mais malgré tout, pendant ce temps-là, on aura des sols qui seront biologiquement fonctionnels, c'est-à-dire qu'avec un complexe argilo-humique, une structure, une texture, voilà, et une vie microbienne. Mais c'est effectivement sous complet financement et réalisation ville. Merci beaucoup. On a peut-être alors encore le temps pour une toute petite dernière question. Bonjour, merci. Ma question, c'est sur... alors, vous l'avez peut-être dit, mais pourquoi donc ce zonage et comment est-ce que vous avez travaillé la composition des sols? Et aussi, la question sous-jacente, en fait, c'est est-ce qu'on arrive à retrouver Enfin, est-ce que vous êtes appliqué à recréer, en fait, le sol originel de cette zone? Et est-ce qu'en fait, on peut retrouver la biodiversité de nos sols, puisque la cité 408, c'est peut-être pas le même sol qu'il y a
500 mètres à côté ou 2 kilomètres à côté? Bon, voilà. Alors, difficile de savoir quel était le vrai sol avant l'urbanisation de cette zone, de ce quartier, qui avait complètement imperméabilisé le secteur. Donc on s'est pas inscrit dans une logique de retrouver un écosystème comme parfois on le peut faire sur des mesures compensatoires en cherchant à retrouver l'écosystème d'origine. Là, c'est pas ça qu'on a cherché. Ce qu'on a cherché vraiment, c'est donner le coup de pouce avec les matériaux qu'on avait en stock, donner le coup de pouce nécessaire pour que la vie revienne progressivement dans les sols et que le sol retrouve ses fonctions premières et que, une fois ces fonctions retrouvées, alors on sait pertinemment que le stockage carbone se fait, la croissance des végétaux se fait, etc. et la vie microbienne se fait. Donc c'est ça qu'on a cherché, c'est retrouver les fonctions du sol et pas nécessairement retrouver une typicité de sol, d'ailleurs qu'on ne connaît pas. Merci beaucoup. Le temps nous est assez pressé. Donc nous allons passer une deuxième présentation, cette fois-ci plus proche de Paris. Alors, nous allons vous déconnecter, Samuel. Et je reprends la main. Parfait. Donc cette fois-ci, voilà, plus proche de Paris. Donc je vais laisser la place à William Powes pour nous parler d'un projet qui, cette fois-ci, voilà, s'inscrit dans un cadre assez exceptionnel en termes de nature et de biodiversité. Donc 20 hectares de bois en plein cœur de Massy que vous avez pu réhabiliter, en tout cas une friche sur cet espace-là. Je vous laisse la parole. Oui, tout à fait. Merci. Bonjour à tous. L'aménagement, c'est pas toujours, voire même rarement de la planification. C'est souvent un site et une opportunité. Et je vais vous proposer une petite balade. Non. Je vais vous proposer une petite balade à Massy. Mais je pense que le mieux, ça serait d'aller directement à Massy, prendre le RER, marcher 20 minutes ou prendre son vélo et aller sur le site, parce que je peux vous montrer les plus belles photos du monde, je peux vous utiliser le vocabulaire le plus approprié. Je n'arriverai jamais à exprimer la poésie du site. Et cet élément, il est important, puisque au regard du caractère un peu magique, je dis bien magique, du site, notre métier était plutôt de ménager le site que de l'aménager, en essayant d'être le plus respectueux possible de ce qui existait. C'est souvent un travers, hein, l'aménagement. Là, on a plutôt été dans une démarche de ménagement. Autre élément important aussi, cette opération, c'est une opération subie à la base. Et l'objectif a été de transformer le subi en opportunité pour le territoire et pour ses habitants. Un petit peu d'histoire très très rapide. Ce site qui fait à peu près 40 hectares était un site aristocratique pendant pas mal de temps, occupé pendant la Seconde Guerre mondiale par l'occupant, acheté par Air France derrière pour y réaliser son centre de formation du personnel navigant et du personnel au sol. Et puis en 2010, Air France a décidé de partir de ce site progressivement, mais a décidé de partir de ce site. Je vous montre quelques images. Donc un site très largement urbanisé, une véritable friche, hein, mais au milieu des bois. Un site d'une vingtaine d'hectares qu'on voit effectivement tout en haut, que la ville ne méconnaissait totalement. Et puis le reste qui était déjà très largement urbanisé avec des empreintes construites assez fortes. Air France dit à la ville, voilà, j'ai envie, j'ai un projet, je vais y réaliser tant de logements, je veux valoriser tout simplement mon terrain. La ville méconnaissait le site, n'y voyait pas forcément l'opportunité de réaliser des logements pour y réaliser des logements. Donc on est rentré dans une discussion de manière à trouver l'intérêt à ce projet et l'ouvrir sur le reste de la ville. Le projet en tant que tel, la programmation, ça a été effectivement d'accepter. C'est une équation à résoudre avec plusieurs intervenants qui étaient les opérateurs qui travaillaient pour Air France et nous-mêmes.
dans notre équation, la volonté d'accepter effectivement de la constructibilité a amené à un programme d'à peu près 1000 logements, une résidence senior, des équipements publics, somme toute des choses assez classiques sur une opération de ce type. L'intérêt pour le territoire, c'était véritablement ouvrir ce site totalement méconnu et d'offrir notamment les 20 hectares que vous voyez tout en haut à la population. Site qui n'a jamais été réellement accessible par les habitants qui le méconnaissaient totalement. Comment réaliser ce programme tout en étant le plus respectueux possible du site? Des choses qui sont totalement basiques. Je ne vais pas tout vous lister, mais on a essayé d'être le plus vertueux possible. On a été très largement imparfait, mais le plus vertueux possible. Je vous dirai comment derrière, mais en tous les cas, les outils que l'on a pu mettre en place sont le réemploi au maximum des voiries qui préexistaient. C'est en termes de construction, favoriser la filière sèche de manière à minimiser l'empreinte du chantier, définir des empreintes de chantier les plus réduites possibles que l'on impose aux entreprises. C'est de préserver 1250 arbres, en rajouter 500. Je disais tout à l'heure, c'est l'ouverture au public de 20 hectares. C'est également d'essayer de bénéficier de la topographie pour réaliser des parkings le moins impactants possible. Et c'est surtout avoir réalisé 1000 logements, plus la résidence senior, sur un site sur la partie résiduelle de 18 hectares et demi. Il y en avait 11,5 qui était imperméabilisé par l'empreinte du centre de formation d'Air France. On a réussi à réaliser ces 1000 logements en désimperméabilisant 4 hectares sur les 11,5. De la même façon, on a essayé d'être le plus vertueux possible sur des noues paysagères, des bassins filtrants. L'espace est totalement ouvert également. C'est-à-dire qu'on a essayé de toucher le moins possible à la nature. Il y a des espaces publics qui sont des espaces purement naturel. On voit aujourd'hui les gamins qui y vivent construire leur petite cabane avec le bois du site pour pouvoir tout simplement s'occuper comme un gamin s'occupe dans son jardin. Là, il est réellement dans son jardin. Les espaces sont totalement ouverts. Il n'y a pas du tout de clôture. Il y a une perméabilité totale entre espace public et espace privé. On est arrivé à ce résultat. Comment? Tout simplement, non, parce qu'on n'a pas décrété les choses. Le sujet, c'est une équation à la fois pour Air France, qui voulait un certain montant. C'était une équation également pour la collectivité que nous représentons, avoir des ambitions sur ce site, offrir des choses aux habitants massicois. Et puis, c'est les promoteurs aussi qui ont leur propre équation. Et on a réussi à chacun traiter son équation, même si le résultat doit être le même à la fin, en travaillant tout simplement ensemble et en déterminant les ambitions ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas déterminé un cahier des charges où on a défini qu'on voulait 80% de la construction en bois. Le travail a été totalement itératif, avec l'objectif pour chacun de trouver ses propres équilibres. Et ces équilibres ont été trouvées. Je pense qu'elles ne sont pas faciles pour tout un chacun, mais elles ont réellement été trouvées. Ce travail a été accompli aussi en investissant les concepteurs, un urbaniste qui est François Leclerc, et puis des architectes qu'on n'a pas choisis avec des concours, avec un choix sur la plus belle image. L'objectif de ce projet, en étant dans un milieu totalement naturel, c'était une forme de modestie, ne pas venir concurrencer la forêt. Donc on a choisi des architectes comme un accord avec Air France, avec les promoteurs, la ville et nous-mêmes, ceux qui voulaient rentrer dans cette histoire de la modestie, cette histoire d'être le moins remarquable possible, d'offrir un cadre de vie avant tout aux habitants et pas une vêture. Et ce travail nous a permis effectivement de positionner les bâtiments aux bons endroits, d'essayer d'être le plus optimal possible sur l'implantation des parkings. Bon, voilà quelques éléments. Je peux parler effectivement des difficultés. C'est pendant le chantier, la préservation de la faune. C'est un vrai combat. J'y reviendrai sur la diminution de la place de la voiture.
Et puis c'est aussi, vous voyez, ce ne sont que des espaces extérieurs. On a anticipé le fait que ces espaces extérieurs soient largement privés, accessibles par tout un chacun, avec la mise en place effectivement d'une AFUL. On a déterminé des montants assumables sur l'entretien pour être certain que les gens pourraient entretenir cet espace, mais néanmoins avec quelques difficultés sur lesquelles je reviendrai. Les réussites, c'est vraiment l'appropriation des espaces qui sont, je le disais tout à l'heure, les gamins aujourd'hui, ils fabriquent leur propre jeu. Et ça, c'est un véritable plaisir. Et les gens habitent véritablement dans le bois. Une opération d'aménagement, je répète, ce n'est pas un décret. Chacun voit les choses comme il a envie de les voir. Chaque projet est imparfait. Chaque habitant a le sentiment que les choses pourraient être différentes. C'est vrai. On conçoit également des projets en 2010 et on les réalise en 2020 avec des choses qui évoluent, qu'on ne sait pas forcément appréhender. Nous, dans les opérations d'aménagement, on intègre toujours une enveloppe assez conséquente sur l'adaptation au vécu. Quand vous réalisez le projet, même si vous l'avez ouvert très largement au public, on a ouvert le site avec des balades pour que les gens s'approprient un site qu'ils méconnaissaient. Les habitants, ce n'est pas forcément les gens qu'on fait ces balades. Et il était très étroit avec les promoteurs. Mais néanmoins, un commercialisateur, il vend des logements parfois en enrobant un peu les choses. Et les habitants découvrent aussi quelques sujets. Voilà, c'est des sujets notamment d'appropriation de ces espaces extérieurs, la mise en place d'une AFUL pour gérer ces espaces. Je ne suis pas sûr que tous les promoteurs ont été clairs sur le sujet. Le sujet du stationnement aussi. Globalement, sur le site, on a 1000 logements, à peu près 1500 places de stationnement en sous-sol, 190 places sur l'espace public. On a voulu être le plus malthusien possible. On est quand même en seconde couronne, on est à 20 minutes à pied des transports, même si le hub de transport est absolument remarquable et un des hubs de transport les plus prégnants et les plus présents et les plus efficaces en Ile-de-France. Néanmoins, on est quand même à 20 minutes. Les gens ont plutôt 2 voitures qu'une. Aujourd'hui, c'est un véritable combat où on est dans l'entre-deux, essayer d'être le plus malthusien possible, tout en sachant qu'il va falloir adapter quelques espaces publics pour répondre à une certaine demande. On arrive à ce résultat tout simplement parce qu'on a partagé tout un chacun ses ambitions. Je pense qu'on a une spécificité aussi, c'est qu'on n'est pas un aménageur du décret. Les gens les équipes qui sont au sein de Paris Sudam sont généralement de bons techniciens. On regarde précisément ce qu'est un logement, comment on le construit. Je répète, on n'est pas dans le décret, on met les mains dans le cambouis, dans le dialogue, en partenariat avec les opérateurs. Et puis, je le répète, le sujet de l'adaptation au vécu, qui vient parfois en contradiction avec les ambitions. La personne qui vient vivre dans cet espace avec toute son histoire, aussi bien racontée soit-elle par le commercialisateur ou par nous-mêmes, il le vit différemment, parce qu'effectivement, il a plutôt 2 voitures qu'une, parce que les cheminements que l'on a prévus, même s'ils sont très, très modestes, en stabilisé, du stabilisé, ça salit les chaussures. Je semble être très prosaïque, mais c'est des choses du quotidien en aménagement, et c'est toujours un rapport de force entre des envies qui sont différentes, des ambitions qui sont différentes, mais le quotidien nous rattrape en permanence. Et il est louable, c'est ce qui fait la qualité de la vie dans le quartier, ce qui fait que les gens se l'approprient. Donc on est dans des injonctions contradictoires assez fréquemment. Il faut composer avec ça. Voilà. Peut-être encore 1 minute. Parfait.
L'opération n'est pas terminée. Je vous convie à aller vous y balader. C'est très simple. Merci beaucoup. On a encore une fois 4-5 minutes d'échange si vous le souhaitez. Ou si vous voulez des clarifications. Oui. Yes. Bonjour. C'est une question sur l'accessibilité et les mobilités. Vous parliez de 20, je ne connais pas du tout le secteur, hein, mais du coup 20 minutes à pied pour aller à l'hub de transport en commun. Vous n'avez pas parlé de vélo. Est-ce qu'il y a des voies cyclables et auquel cas, du coup, quelle est la durée de trajet? Il y a souvent un décalage entre des ambitions d'aménagement structurantes et puis la transformation d'un quartier. Il y a deux éléments qui vont contribuer à une meilleure desserte. Effectivement, aujourd'hui, la collectivité est en train de réaliser une refonte totale du boulevard avec la mise en place d'une piste cyclable, voilà, qui permettra vraisemblablement d'aller plus aisément au réseau de transport. Et puis de la même manière, il y a un tram-train qui fait Massy-Évry. Ce Massy-Évry est censé faire un jour Massy-Évry-Versailles, avec un arrêt à quelques minutes du site. Est-ce que c'est dans 3 ans? Non. Est-ce que c'est dans 5 ans? Peut-être. Est-ce que c'est dans 25 ans? Peut-être aussi. Mais cette piste cyclable, c'est effectivement un plus, mais il y a un décalage temporel. Le momentum est jamais réellement le bon. Les gens qui viennent ici sont venus pour vivre l'histoire qu'on leur a racontée. Ça, c'est évident. Mais néanmoins, aujourd'hui, ils estiment avoir besoin de 2 voitures et pas d'une. Donc peut-être que demain, avec le temps, peut-être plus rapidement qu'on ne le pense, ce ne sera pas 2 voitures, ce sera une. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Et cette adaptation n'est pas forcément facile à vivre parce qu'elle impacte également l'espace public. On se veut être le plus minimum possible, le plus intrusif possible en limitant la place de la voiture. Sur les 190 places, il y en a une bonne dizaine, 15 je crois, qui sont destinées à la FUL avec du stationnement électrique. On a vraiment tout misé pour être le plus contraignant possible. Mais à un moment donné, des forces nous dépassent et on doit répondre en partie à ces forces tout en résistant. Donc, ils vont demander 30 places de stationnement supplémentaires. On va en réaliser que 5, mais de manière à pouvoir continuer à s'adapter. C'est un travail de pédago aussi. Mais en tous les cas, ça ne se décrète pas, ces choses-là. Est-ce qu'il y a peut-être une autre question? Est-ce que vous aviez étudié la solution de conserver l'existant, les bâtiments existants, avant de démolir? Du tout. Du tout. Ce à quoi on a travaillé, c'est effectivement à se préoccuper de ce que l'on allait faire des bâtiments démolis. Et de la même façon, la grande préoccupation a été de réutiliser l'empreinte de ces bâtiments pour positionner les 1000 et quelques logements et réutiliser les voiries qui préexistaient de manière imparfaite, ça c'est évident. Mais en tous les cas, ce qui nous a permis d'ailleurs de renaturer 4 hectares sur les 11,5 qui étaient imperméabilisés. Ces bâtiments étaient pour beaucoup des centres de formation datant des années 60-70, totalement non utilisables, hormis potentiellement en activité, mais en tous les cas pas en logement. Bonjour. Vous parlez des habitants qui ont choisi ce lieu. Vous avez limité au niveau des promoteurs la part d'investisseurs locatifs. Vous avez incité à favoriser les propriétaires occupants. Ah, c'est une question? Oui, c'est une question. Je crois que c'était une affirmation. Non, oui, tu as raison. Oui et non. Massy, c'est plus de 40% de logements sociaux.
bonne partie concentrée dans un quartier dit Grand Ensemble, à cheval entre Antony et Massy. Sur ce site, on n'est pas que sur de l'accession à la propriété, on a un peu de logement social. Il y a du logement également intermédiaire. On va essayer de trouver un bon équilibre entre dans le cadre d'un parcours résidentiel. Effectivement, on a fait plutôt la promotion de l'accession à la propriété. Mais on doit être allé à 60-40%, 40% en locatif quel qu'il soit et 60% en accession. Merci beaucoup pour cette présentation. S'il y a encore des questions, il y aura un temps à la fin de 5 minutes pour, voilà, pour ce moment-là. Donc, gardez-les jusqu'à ce moment. On arrive à la dernière présentation. Donc voilà, s'il est primordial de préserver des sites de cette qualité-là, il est aussi souhaitable de réaménager et redonner la place à une nature moins contrainte en cœur de ville, parce qu'elle peut favoriser voilà, la résilience. Donc, je te laisse la main, Adrien, pour présenter ce projet. Bonjour à tous, nous sommes donc alors pas à Bruges, à Dijon, sur le projet Bruges 2. Plus précisément sur la frange mauvais côté, c'est là que c'était judicieux de se mettre sur le côté. Ouais. Au sud-ouest de la vieille ville, un secteur, donc le secteur en gris qui est particulièrement stratégique pour la métropole de Dijon, puisqu'il y a une vraie volonté, une vraie stratégie portée maintenant depuis une grosse dizaine d'années d'extension du centre-ville ancien au sud-ouest de celui-ci, avec 3 briques finalement. Une première qui est la cité internationale de la gastronomie et du vin au nord, une deuxième qui est le quartier de l'Arsenal au sud, et puis une troisième au milieu qui est donc le quartier Bruges 2. Ce quartier qui apparaît sur le plan masse que vous avez de l'autre côté, qui est un projet à dominante habitat, avec un périmètre un peu atypique, en forme de clé anglaise ou de je sais pas quoi, de banane, qui est expliquée justement par les enjeux auxquels doit répondre le projet qui nous intéresse aujourd'hui. Ces 4 principaux enjeux sont illustrés par cette slide. Le premier, alors il y en a 2 qui sont liés à l'eau. Le premier, qui est un enjeu assez stratégique à l'échelle du quartier élargi, qui est le risque d'inondation, avec là une photo de la dernière inondation en date, qui date de 2013 de mémoire, et qui a fortement marqué les habitants. Une deuxième, alors on ne voit pas l'eau, c'est bien là le problème, c'est que donc, comme vous l'aviez vu sur le plan masse, on est en bord d'une rivière qui est louche et qu'on ne voit pas, alors qu'on est au bord de celle-ci. C'est une rivière fortement anthropisée et on a eu l'enjeu dès le départ de se dire, quitte à travailler sur l'eau et le risque d'inondation, il faut qu'on travaille, il faut que ça aille de pair avec une renaturation et avec le fait de voir de nouveau une rivière qui a été fortement dégradée au fil des siècles. Le troisième enjeu, c'est l'enjeu des îlots de chaleur urbains. On a beau être sur une friche où il n'y a quasiment pas d'occupation, on est déjà sur quelque chose d'assez anthropisé et d'assez négatif en termes d'impact, de réaction en cas de canicule. Et puis la quatrième thématique, qui est un sujet de la résilience alimentaire, avec un enjeu de contribution à notre modeste échelle, d'un objectif très ambitieux pour le coup de la métropole, de multiplier par 4 le taux de... comment ça s'appelle, le taux d'autosuffisance alimentaire de la métropole. À l'échelle de Dijon, donc de la métropole de Dijon. Sur les 2 premiers sujets, donc l'eau, alors on a fait un travail assez itératif en partant d'une démarche très techno, à savoir de modéliser une crue de Louche à une échelle élargie, à l'échelle de la métropole. Donc, la première modélisation était la modélisation à date, sans le projet, ce qui est
quelque chose qu'on ne connaissait pas, puisque les plans de prévention des risques d'inondation, ils ne sont pas basés sur l'urbanisation telle qu'elle est aujourd'hui, mais sur l'historique des inondations, et donc avec des codes de plus hautes eaux connues qui datent de 1910-1920, mais qui sur la base d'une urbanisation qui n'était pas du tout celle d'aujourd'hui. Donc on a modélisé une vraie crue douche centenale, enfin une théorique, mais avec les réalités du terrain d'aujourd'hui. Et on a fait une première modélisation avec le projet. Évidemment, on avait tout faux. Et donc, sur les bases des effets très négatifs de notre projet, on a, avec le bureau d'études, défini une première stratégie grossière de protection du territoire en proposant un mur de soutènement le long de l'Ouche, donc en créant une sorte de zone tampon entre l'Ouche et ce mur sous forme de grand parc, en créant aussi du dessoutènement autour de la rivière, de l'affluent de l'Ouche qu'on remettait à l'air libre ici. Et on a refait des modélisations, au total on en a fait 3 ou 4, en comptant la première 4, et en faisant, et là c'est là que c'est intéressant qu'on sort du côté techno, parce qu'on a fait un travail itératif avec les concepteurs, avec l'urbaniste, avec le paysagiste, pour trouver le meilleur des mondes, avec les contraintes très techniques du bureau d'études, et les enjeux de renaturation, de qualité urbaine portés par la maîtrise d'œuvre. Donc je pense que c'est ce moment-là qui était très très intéressant, et on a travaillé sur plein de thématiques, sur la première étant le sujet du nivellement, puisque grossièrement on a fait du déblai là où c'était très inondable, et on en a on a équilibré les remblais là où ça l'était moins, ou plus du tout. Mais ce travail de nivellement fin, il a été fait de concert, et on s'est rendu compte par exemple que, on a une passerelle quelque part ici, qui n'apparaît pas sur cette image, mais on s'est rendu compte que les mètres cubes qu'on enlevait au sud de la passerelle avaient beaucoup plus d'impact que les mètres cubes au nord. Donc il fallait que ça ait du sens de plus terrasser au sud qu'au nord. Donc tout ce travail-là, on l'a fait avec l'urbaniste. Également tout le travail de végétalisation, parce que végétaliser dans le lit d'une rivière qui est inondable, ça veut dire travailler sur la densité de végétalisation pour éviter les embâcles, et en même temps, on a quand même envie de planter. Donc on a fini par trouver le meilleur des mondes au bout de ce travail itératif que j'ai trouvé très intéressant. Une difficulté qu'on a rencontrée, c'est plutôt d'un point de vue administratif, puisqu'on se retrouve à faire ici un mur, donc un ouvrage de génie civil, qui a vocation à servir à terme d'ouvrage de protection contre les crues, d'ouvrage des populations contre les crues, qui est donc un ouvrage en théorie géré pas en théorie, qui devra être géré par la métropole parce que c'est sa compétence, et qui pour autant va être réalisé par nous. Il y a quand même eu un sujet dont je vous passe les détails, mais qui a été assez compliqué à gérer administrativement. Mais la conséquence de ça, c'est qu'on est un peu fromage et dessert, c'est-à-dire qu'on respecte strictement le PPRI, et en même temps on améliore la situation, mais sans jamais s'en prévaloir. Vous voyez là quelques images de ce travail plus fin, donc avec des images du paysagiste Maillot Toussaint, qui est un paysagiste dijonnais. La troisième thématique, on en a traité 2 autour de l'eau. La troisième, c'est le sujet des îlots de chaleur urbains. Là aussi, on est parti de quelque chose d'assez techno. Les images ne plaident pas trop en ma faveur. On est un peu retour vers le futur là. Là aussi, on s'est accompagné d'un bureau d'études, en l'occurrence interne au groupe Bouygues, dans notre cadre de recherche et de développement interne, et on a simulé une journée de canicule, échéance 2050, en prenant le scénario médian du GIEC, qui est probablement trop optimiste. Et on a identifié, donc, sur la base de cette première modélisation, l'effet, la température ressentie à l'échelle du piéton. Donc on n'est pas sur le confort thermique d'été des logements tel qu'on peut l'avoir dans la réglementation environnementale aujourd'hui. C'est bien à l'échelle du quartier, donc sur les extérieurs à l'échelle du piéton. Et donc on a des températures ressenties qui sont assez variables, donc plus c'est rouge, plus c'est chaud. Et ça a permis d'identifier un certain nombre de points durs qui ont été traités, alors principalement avec deux leviers importants. Un, les formes bâties, et 2, la végétalisation.
Alors ça se voit, on ne voit pas forcément les différences. Ce qui est un peu visible, c'est que sur ces îlots qui sont un peu jumeaux, là, avec des bâtiments en L assez hauts et puis des petits bâtiments centraux, on s'est rendu compte qu'on créait vraiment un four dans ces cœurs d'îlots et qu'on avait intérêt à être un tout petit peu plus dense sur les L pour ne pas avoir de bâtiments centraux et avoir des cœurs d'îlots beaucoup plus végétalisés. Ce qu'on ne voit pas sur les plans masse, c'est qu'on a aussi couplé les L pour avoir des porosités là, en nord-sud, puisque les vents dominants l'été à Dijon sont de sud-sud-ouest. On ne voit pas du tout sur l'îlot du haut, mais pareil, on avait initialement des densités assez homogènes sur tout le pourtour de l'îlot. On s'est retrouvé à aller plus haut à l'est et à l'ouest pour avoir un bâtiment uniquement en rez-de-chaussée ici, qui permettent au vent de passer du sud vers le nord. Et puis la végétalisation, on l'aperçoit un peu plus facilement avec les petits points verts qui sont autant de climatiseurs naturels. Voilà. Là aussi, ce que je trouve intéressant dans cette démarche, c'est ce travail itératif entre une brique très technique, un bureau d'études qui modélise, et puis une équipe de maîtrise d'œuvre qui s'approprie les choses, qui fait évoluer son projet, et derrière, il y a un retour à l'envoyeur au bureau d'études pour modéliser l'écart, et pour se rendre compte qu'à la fin, globalement, alors c'est un peu de la com, hein, mais globalement, pris à l'échelle du quartier, on a diminué la température ressentie d'1,5 degré. On est dans les objectifs de Paris, à notre petite échelle. Ce que je trouve intéressant, en l'occurrence, on a été très aidé par la collectivité, mais évidemment, là, il y a un point dur que tout le monde doit rencontrer, c'est que, je dirais, l'équation des îlots de chaleur, c'est qu'à densité donnée, et souvent la densité est donnée, parce qu'il y a des objectifs de densité qui sont donnés par la collectivité, par le PLH, d'objectifs de production de logements, ou tout simplement parce qu'il y a l'équilibre économique de l'opération qui fait qu'il faut construire 35 000 m² et pas 30. À densité donnée, on a intérêt à monter plus haut pour libérer de l'emprise au sol et donner une large part à la végétalisation. Donc ça, c'est pas anodin, et on sait que c'est souvent sur les sujets des hauteurs que les choses achoppent, soit auprès des habitants, soit auprès des élus. En l'occurrence, on a eu une collectivité qui nous a soutenus. On est monté donc là, on monte jusqu'en R+7, alors que initialement, on était plutôt sur du R+5 avec quelques R+6. Voilà. Et là, ça tombe bien. Et puis l'autre bémol, c'est qu'évidemment, on l'a probablement pas assez fait sur Dijon. Ces choses-là s'anticipent très très en amont. Et ça veut aussi dire qu'il faut changer un peu de paradigme et accepter collectivement, notamment côté maîtrise d'œuvre, qu'on ne peut pas faire telle ou telle forme urbaine parce que ce n'est pas bénéfique d'un point de vue de confort l'été. Et puis le quatrième enjeu dans la minute qui me reste, c'est le sujet alimentaire, sur lequel on a libéré donc 6 000 m², plus de 6 000 m² de terres maraîchères, 2 tiers d'hectares en pleine terre, donc en plein cœur de Dijon, qu'on va céder donc à l'euro symbolique un agriculteur urbain qui est déjà implanté à Dijon pour produire. Donc là, on est vraiment dans une logique productive, et pas pédagogique entre guillemets au sens de jardin partagé, etc. Et on travaille avec lui d'ores et déjà pour voir comment son implantation sur le quartier peut se diffuser à l'échelle des îlots par des services au quartier. Donc on le met en relation avec les futurs gestionnaires de résidences, et on travaille à voir avec lui comment il peut se mobiliser pour apporter des services au-delà d'une simple vente en direct, ce qui est déjà génial, ce qui serait génial de faire de la vente directe en circuit ultra court, mais on essaye de voir comment il peut s'impliquer autrement. Avec là, le point dur étant évidemment la taille critique. 6 000 m² en plein centre-ville, c'est pas partout qu'on arrive à le faire, et ça nécessite à minima une taille critique de projet qui le permette. Merci beaucoup. Donc, on va se laisser encore une fois
un petit temps de questions spécifiques voilà, à cette présentation, et puis une ou deux questions générales. Bonjour, moi j'ai une question de méthode. Comment vous avez travaillé? Parce que pour tout ce qui est cru, vous avez aussi travaillé sur les formes bâties, les implantations au sol. Donc comment ça s'est articulé avec les ICU? Est-ce que c'était l'un après l'autre ou tout en même temps? En vrai, ça a été un peu l'un après l'autre, puisque mais c'est là que je dis qu'on n'a pas été assez bon entre guillemets sur les îlots de chaleur urbains, parce que si on veut vraiment le traiter de manière pleine et entière, il faut presque que ce soit une donnée d'entrée, comme l'a été le sujet des inondations, parce qu'évidemment les inondations, on ne pouvait pas le rater, donc ça a vraiment été une donnée d'entrée dès le départ avec la collectivité. Les îlots de chaleur urbains, c'est des conceptions qui sont intervenues en 2018, donc ça va assez vite, hein, mais je pense que collectivement en 2018, on était moins sensibilisés au sujet qu'aujourd'hui, je pense. Effectivement, c'est arrivé un peu tardivement. Ce que je regrettais tout à l'heure, quand j'évoquais ce bémol, c'est que on voit bien quand on regarde le plan masse avant-après, si je ne vous explique pas, vous ne voyez pas forcément la différence, parce qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient devenues intangibles, et on n'a pas pu modifier les limites publiques-privées, par exemple. Le projet des espaces publics était déjà assez stabilisé. Donc on n'avait pas assez de marge de manœuvre, à mon goût, pour traiter suffisamment efficacement le sujet. Donc voilà. La réponse, c'est d'abord les inondations, et on a fait vraiment le projet vraiment en fonction de ça. Et derrière, on a rajouté cette brique sur les îlots de chaleur. Bonjour. Moi, j'avais une question. Lors de l'étude de l'eau, est-ce qu'il y a une option qui a été envisagée pour l'agriculture urbaine, et notamment l'approvisionnement en eau au regard des crues ou de la gestion de l'eau dans le quartier? Pour l'approvisionnement en eau de l'agriculteur urbain, on l'a étudié, et malheureusement, c'était un peu compliqué, parce qu'on avait des sujets de réglementation en termes de dossier loi sur l'eau, et puis on avait aussi un sujet de pollution qui nous aidait pas trop, et qui a fait qu'on n'a pas pu coupler le sujet, les sujets entre eux comme ça aussi simplement. Donc c'est un peu bête, mais l'agriculteur, il arrosera avec comme malheureusement la grande majorité des agriculteurs urbains aujourd'hui, avec l'eau de ville, avec aujourd'hui des problématiques fiscales qui sont pas cohérentes entre guillemets, puisqu'ils payent quasiment la même chose que nous. Et vous parliez de pollution, et justement, je m'étonnais des 6000 m² de terres maraîchères en plein centre. Du coup, elles n'ont pas été polluées, ou vous avez dû quand même procéder à une dépollution minimale? Alors non, en fait on a fait un peu le projet en fonction de ça, c'est-à-dire qu'on a pris la carto des zones polluées, et on a superposé le projet, et on s'est débrouillé pour que la zone maraîchère soit implantée dans le secteur non pollué. Il y a de la pollution sur le site, mais on s'est débrouillé. C'était vraiment un jeu de une cartographie en forme de peau de guépard. Il a fallu finement travailler l'implantation de la zone maraîchère pour qu'elle soit un endroit compatible en termes de pollution. On va se laisser une ou deux, trois questions générales. Donc voilà, ça peut être spécifique à un projet, hein, mais Oui, j'avais deux petites questions. La première, si je comprends bien, vous avez décidé de protéger le site de l'eau. J'ai pas très bien compris si c'était pour des raisons de pollution, de déplacement de pollution ou d'eau polluée. J'ai pas bien compris. Mais vous n'avez pas décidé, pas fait le choix de laisser vivre le quartier avec l'eau qui va et vient. Et je ne sais pas si c'est des crues rapides ou des crues lentes, mais voilà, c'est la première question. Alors je vais répondre très très vite et vous poserez la deuxième. Donc c'est vraiment effectivement une démarche assez technocentrée, hein, puisqu'on vient vraiment réaliser des murs de soutènement qui séparent les zones inondables des quartiers d'habitation. Là, ce que vous voyez en vert, c'est la différence entre la
la hauteur d'eau initiale et la hauteur d'eau après aménagement. Donc quand c'est vert, c'est qu'on a moins d'eau, moins de hauteur d'eau, et quand c'est rouge, c'est qu'on en a plus. Donc là, on assume de créer des zones vraiment inondables, un mur de protection, et derrière, on a des zones d'habitation qui sont protégées. Mais donc, non, on donne plus de place à la crue de Louche, mais en la limitant malgré tout dans un secteur bien défini. Mais j'ai pas compris, c'est pour des raisons de pollution. Et L'eau est polluée ou elle risque de déplacer la pollution dans le sol Non, c'est pas lié à la pollution en particulier. Après, le sujet de la pollution, il a plutôt impacté la gestion des eaux pluviales. Nous, on pensait, notre analyse, c'est qu'on aurait pu faire beaucoup plus d'infiltration qu'on ne le fait. Et l'administration, pour des raisons de sécurité, ceinture bretelle, a considéré qu'il valait mieux ne pas faire d'infiltration. Donc on se contente de stocker et de rejeter un débit limité dans l'Ouche. Merci. Et juste rapidement, vous parliez tout à l'heure de votre prise en charge du mur et globalement, il y a aussi l'agriculture urbaine. Il y a beaucoup de, j'imagine qu'il y a un certain nombre quand même de surcoûts, y compris de travailler en itératif comme ça très tôt sur l'eau, sur la chaleur, etc. Le bilan d'aménagement au global, vous le portez complètement Link City aménageur privé ou il y a de la participation collectivité? Non, on le porte complètement. Après, ce qui nous sauve, entre guillemets, c'est que c'est un site dont l'acquisition a été anticipée par la collectivité depuis 25-30 ans et qui se doutait bien qu'il se passerait quelque chose là. Donc, par préemption, ils sont propriétaires de la quasi-intégralité du site. Il y a un autre propriétaire qui est le bailleur social du département, donc on peut aussi discuter avec lui. Et globalement, dès le départ, on a travaillé vraiment à livre ouvert avec eux sur la base d'un bilan d'aménagement partagé avec tout ce qui relevait des dépenses qu'il y a derrière tout ça. Et donc, on a fait quelque chose qu'on ne pourrait pas faire avec un propriétaire privé, qui est de définir par un compte à rebours au plus juste la valeur résiduelle du foncier, qui est effectivement plus basse que le prix du marché si un promoteur lambda faisait l'aménagement de ce quartier sans toutes ces contraintes, bien sûr. Oui, c'est une question pour tous les deux. J'imagine que vous avez adapté les équipes de maîtrise d'œuvre urbaine aux problématiques que vous rencontriez. Et ma question est de savoir d'abord comment, et est-ce que vous, après ce retour d'expérience, il y a des choses que vous auriez faites différemment? Je réponds en premier. Alors, je les ai cités, hein, les différents AMO auprès de qui on s'est entouré. C'était Hydratec, je ne l'ai peut-être pas fait. C'était Hydratec pour les sujets de gestion des inondations, avec aussi beaucoup d'allers-retours avec le géotechnicien qui allait bien au-delà de missions qu'il ferait classiquement pour un aménageur. Notre bureau d'études interne à Bouygues SA qui est intervenu sur les îlots de chaleur urbains. Je pense que nous, on était un peu faiblards sur le sujet de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on s'est trop appuyé sur le paysagiste qui avait donc tous un maillot qui est très, très bien, hein, mais qui aurait peut-être dû être accompagné d'un expert en biodiversité. Et en fait, ce qui a fait que tout ça s'est quand même bien passé, c'est qu'on était quand même accompagné de base par une équipe de maîtrise d'œuvre qui est donc composée de Philippe Madec et de Maillot Toussaint, qui étaient déjà assez sensibilisés à tous ces sujets-là. Tout ça s'est fait assez naturellement et il y a eu une vraie... ce travail itératif sur ces différents sujets, il s'est fait de manière très fluide et très positive. Le choix de la maîtrise d'œuvre urbaine est essentiel, et d'autant plus essentiel qu'on l'a vraiment choisi ensemble avec le consortium de promoteurs. Donc on a effectivement François Leclerc qui avait traité du sujet du bois habité, mais un bois habité à construire, alors que là, le bois existait déjà. La maîtrise d'œuvre des espaces publics et la maîtrise d'œuvre
des espaces extérieurs qui sont beaucoup plus importants que les espaces publics d'ailleurs, et avaient la même maîtrise d'œuvre, ces bases. Et ce binôme nous a véritablement accompagnés, et j'insiste lourdement sur le sujet, à travailler sur ce thème de la modestie, sur le projet, le mettre le moins impactant possible, le moins démonstratif possible, de manière à bomber le moins possible le torse. Je pense que c'était extrêmement, extrêmement important. Si j'avais des choses à faire autrement, oui, plein. Pour revenir sur le rapport, je reviens sur le sujet des promoteurs. Franchement, ça a été un travail extrêmement étroit et extrêmement efficace. Et je pense que chacun a trouvé son équilibre. Je répète, cette opération coûte 0 à la collectivité, mais vraiment 0 à la collectivité. Néanmoins, dans nos rapports avec les promoteurs ont des travers. Voilà. Ils ont plein de qualités, mais ils ont des travers aussi. Je pense qu'on a un sujet d'acculturation, et pas du promoteur, mais plutôt du commercialisateur. Et les appartements sont vendus, somme toute, assez classiquement dans des bulles de vente. Je pense qu'on aurait dû être plus dans la narration un peu plus large, de manière à s'assurer que les gens qui viennent habiter ici viennent avec les idées, les ambitions que l'on a pu porter. Je pense que ça, c'est un élément important, un élément d'acculturation. Nous, on était convaincus, les promoteurs étaient également tout autant convaincus, la collectivité aussi, une bonne partie des habitants aussi, mais je pense qu'il y en a qui sont venus sans réellement connaître la belle histoire que l'on leur proposait. Donc avec derrière des frustrations de leur part. De la même façon, sur le chantier, fliquer, c'est une chose, ok, mais je pense qu'on aurait dû davantage travailler avec les promoteurs qui sont soumis à une forme d'immédiateté, d'une pression économique aussi parfois, et bon, si on esquinte un arbre, c'est pas forcément grave. De la même façon, l'entreprise qui réalisait les travaux n'a pas forcément le regard suffisamment attentionné. Je pense que si on avait, au-delà de définir des règles avec des pénalités et de scruter avec des jumelles si les choses sont bien faites, je pense qu'un sujet d'acculturation aurait été sans doute plus efficace que ce à quoi on est arrivé, même si on est extrêmement satisfait de la manière dont les travaux ont été menés. Voilà, c'est deux sujets qui sont des sujets d'acculturation qui me semblent extrêmement importants. L'aménagement, c'est du physique, mais c'est pas que du physique, c'est beaucoup d'esprit. Merci beaucoup à vous deux. Nous allons clôturer pour laisser la place à la prochaine, au prochain focus. Je pense que vous... Merci également à Samuel depuis chez vous. Vous pouvez peut-être rester à disposition pour quelques questions après, j'imagine. Donc voilà, on laisse la place au quatrième focus. Donc la ville est-elle un investissement non, pardon. Le focus 4. C'est le focus 6, excusez-moi. Valoriser l'eau dans les projets d'aménagement. Merci à vous.